j'ai plus de bras. Déjà, je savais même pas que c'était possible. Et à partir de là, je projette quoi? Comment je vais vivre? Je sais pas. Comment je vais survivre? Je sais pas. Il y a même pas les questions qui se forment. C'est juste, on sait même pas. Il y a rien. Néant. Tout le monde disparaît. C'est comme si on part dans un monde tout blanc, comme ça, et puis il y a juste plus rien. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Louis n'est vraiment pas de ceux qu'on oublie. Il n'a que 31 ans, mais il a déjà vécu 100 vies. À 19 ans, un accident aussi brutal que rare est venu tout bouleverser. Une électrocution de 15 000 volts qui va lui coûter ses bras, une grande partie de sa santé et tous ses repères. Bienvenue dans un épisode intense, déroutant, mais surtout profondément vivant. Aujourd'hui, avec Louis, nous allons parler d'un retour de soirée sous la pluie qui change tout, de fugue pour un cappuccino et d'un billet d'avion pris sur un coup de tête. Dans ce premier épisode, on parle de l'accident, du choc et de la très longue convalescence. Mais surtout, on parle d'une vie réinventée, plus libre, plus vraie, encore plus vibrante. Salut Louis, bienvenue dans La Petite Voix. Salut, merci. Je suis trop contente de t'accueillir, de te rencontrer en vrai. On enregistre, on est près de Lausanne, là, sur les bords du lac Léman. Vous allez l'entendre là, vous qui nous écoutez. Louis, de ses 31 ans, il a 2-3 trucs à nous apprendre et puis il a vécu déjà 1000 vies, quoi. Incroyable. Ouais, non, c'est clair. 2-3 trucs à partager. Tu le dis modestement comme ça, mais on en reparlera à la fin de l'entretien des 2-3 trucs, comme tu dis. La raison pour laquelle tu as autant de choses à partager, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'est arrivé ce jour-là ou ce soir-là? Alors disons que, je veux dire, de ce qui a pu être constitué, donc je suis en soirée, je rentre de soirée, et puis, quelque part, pour moi, là, tout s'arrête. J'ai Blackout. Un gros trou noir. Électrisation de 15 000 volts. Ouais. Et je me réveille aux soins intensifs plusieurs semaines plus tard. Et je sais pas ni ce qui s'est passé, ni ce que j'ai, ni rien. Je me réveille là. Et j'ai autour de moi un nombre incroyable de machines qui convergent toutes à moi. Ce qui généralement est pas très bon signe. Parce que vraiment le nombre, je peux pas expliquer le sentiment que ça fait d'avoir autant de choses pour soutenir sa propre vie en fait, mais hors de soi. C'est très particulier comme... Mais je sais toujours pas ce qui s'est passé. L'histoire que tu m'as racontée, et encore une fois, tu ne t'en rappelles pas, et pour cause... C'est que ce soir-là, tu rentres d'une soirée où il pleut énormément, c'est ça? Et tu rentres à pied en longeant la voie ferrée. Et puis ça fait conduction quelque part entre moi et les fils du train. C'est un peu ce qui a pu être reconstruit vu l'endroit où j'étais, vu où on m'a retrouvé, vu tout ça quoi.
Mais est-ce que ça veut dire que tu es resté longtemps à l'endroit où a eu lieu l'accident? Parce que Non. j'imagine que là... Heureusement, miraculeux, il y a un chauffeur des petits trains là du BAM qui a vu l'éclair, qui a entendu la déflagration et qui va voir et qui me trouve. Donc instantanément, il voit. Ouais, et il va directement voir. Et il se trouve qu'à ce moment-là, dans la zone, il y a un hélicoptère de la Rega, parce qu'ils envoient d'abord les ambulances, qui comprennent vite que... Ça ne suffira pas. Et il y a l'hélico qui est juste à côté, qui peut me prendre tout de suite et qui m'amène directement. Et quand j'arrive au CHUV, il y a une personne spécialiste dans ce dont j'ai besoin, qui est de garde à ce moment-là. Et qui est un grand spécialiste. Là, c'est les grands brûlés, c'est ça? Ouais, les grands brûlés, et puis tout ce qui est plus neuro, avec l'amputation et tout ça, c'était vraiment... S'il y avait un spécialiste dont j'avais besoin, c'était celui-là. Est-ce que j'imagine que c'est à la fois particulier et en même temps très anxiogène? Bah, le truc, c'est que, alors pour être tout à fait honnête, tellement shooté que, ça va. Je sais pas qu'est-ce qu'il me donnait à ce moment-là. Alors, c'est pas très efficace, malheureusement, contre la douleur. Mais par contre, ça fait planer. Sur le psychologique, ça marche. Bah, disons, c'est juste, ça atténue un peu tout. À ce moment-là, du moins. Parce que l'intensité va vite me rattraper, hein. Mais, parce qu'à la seconde où mes parents rentrent dans la chambre, tous les produits qu'on peut me donner, pourquoi? Je les traverse tous. Il y a un mélange d'émotions tellement particulier. Ok, l'intensité émotionnelle fait que là, tout d'un coup... Parce que ils rentrent dans la pièce avec déjà les traits extrêmement tirés. Ils ont l'air très très fatigués. Beaucoup plus que ce que je n'ai jamais vu sur eux. Je vois qu'il s'est passé quelque chose. Et en même temps, ils n'ont jamais été aussi heureux de me voir. Et là, je me dis, oh. Parce que si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, t'as la compréhension, enfin les indices que t'as, parce que c'est ça en fait à ce moment-là. T'as rien d'autre que des indices de toutes ces machines, comme tu dis, très impressionnantes qui convergent vers toi. Tes parents, qui sont ce mélange d'extrême fatigue et en même temps de joie mêlée de soulagement que tu décryptes assez vite quand tu les vois. Et en même temps, tu sais toujours pas ce que tu fais là, quoi. Non, et puis personne n'en parle. Mais il y a un peu un accord tacite. Toi, t'es en état de pouvoir échanger un peu ou... Plus ou moins. Qu'est-ce qu'on se raconte à ce moment-là alors si c'est ça le truc qui est fantastique, c'est que on parle de banalité en fait. On parle de choses et d'autres, et on vient pas sur ce sujet, mais quelque part il y a un accord, comme je dis, un accord tacite entre nous. Je sens que c'est pas le moment et que on va pas aller là. Mais est-ce que par exemple tu as la curiosité de demander quel jour on est pour estimer peut-être le... Alors ça, c'était avec les infirmières plus que ça s'est passé. Et puis, ok, donc là je comprends qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que je suis out. Ah, wow. Aussi légèrement déstabilisant. Donc tu comprends qu'en fait, tu es là depuis très longtemps. Oh. J'imagine que ça te donne un bon indicateur aussi de la gravité. On a tendance à se dire quand même que si ça fait plusieurs semaines qu'on dort, ça pue, quoi. Ça pue, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu commences à comprendre, ou même à travers des douleurs particulières, il n'y a rien? Tu sais pas ce que Alors t'as? j'ai mal partout. Ok, le corps entier est extrêmement douloureux? Oh oui, alors à des niveaux où régulièrement je pense que je vais perdre la boule de douleur. C'est des niveaux de douleur que je n'ai jamais expérimenté de ma vie. Et honnêtement, j'aurais jamais cru qu'on pouvait y survivre à ce genre de douleur. J'aurais parié sur le fait qu'on fait un arrêt cardiaque ou je sais pas, qu'il se passe. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sens toujours mes bras. Parce qu'il y a les douleurs fantômes, il y a ce phénomène où on continue à sentir ses membres comme s'ils étaient là. Le fin mot de l'histoire, on me l'apprend et on m'explique surtout les conséquences, pas tant que ça, ce qui s'est passé vu que personne ne sait. Mais comment on te dit les conséquences? C'est un peu un moment solennel comme ça où des médecins rentrent. Moi, je me rappellerai toujours, ils rentrent comme ça et puis ça fait très cortège. On sent qu'il y a un truc qui vient là. Là aussi, tu sens que ça pue, comme tu dis? Ah ouais, ça, clairement. Et puis, il y a un silence, alors que moi, j'ai vécu comme un silence qui a duré mais des minutes entières. Je pense que ça a peut-être duré quelques secondes, mais... Et puis, il pose le truc, quoi. Parce que, il n'y a pas 36 000 manières de le faire. Donc, voilà, électrocution. Ils disent que ça, d'ailleurs. Donc là, on te dit, tu as été électrocuté. Et brûlure. Sévère. Ils rentrent pas dans les détails. Les détails, ils viendront oui, bien sûr. Parce que j'ai le bassin fracturé, je suis sous dialyse pour les reins, j'ai un hématome au foie.
J'ai été intubé pendant super longtemps parce que j'ai eu un pneumothorax. Ils viennent de me retirer mon pacemaker parce que j'ai fait 2 arrêts cardiaques. J'ai les nerfs des jambes qui sont cramés de l'intérieur, donc on sait pas trop si je vais remarcher par marcher. J'ai les côtes qui sont à l'air libre parce qu'il y a absolument tout qui a cramé. Parce que quand on est électrocuté comme ça, électrisé, c'est le terme technique. Parce qu'électrocuté, ça résulte en la mort. Électrisé, Ok. on vit. Mais on implose en fait de l'intérieur, on brûle de l'intérieur. Donc évidemment, c'est pas Jojo. Ma chair a brûlé, donc j'ai mes côtes qui sont à l'air libre, j'ai une partie de l'os du bras qui est à l'air libre aussi. J'ai le bassin fracturé. Enfin bref, la liste est Là pour l'instant, tu as besoin des informations clé. essentielles pour les digérer et peut-être après avoir d'autres informations. Et ils ont tout à fait raison, parce que c'est déjà suffisant, largement. Est-ce que tu te rappelles ta réaction? C'est le néant. Ok. C'est tellement trop que t'es sidéré? Qu'est-ce qu'on fait avec une information comme ça? J'ai plus de bras. Déjà, je savais même pas que c'était possible. Et à partir de là, je projette quoi? Comment je vais vivre? Je sais pas. Comment je vais survivre? Je sais pas. Il y a même pas les questions qui se forment. C'est juste, on sait même pas. Enfin, il y a rien. Néant. Tout le monde disparaît. C'est comme si on part dans un monde tout blanc, comme ça, et puis il y a juste plus rien. Donc tu peux même pas dire que tu as de la colère, de la tristesse ou quoi que ce soit. En tout cas, sur le moment, là, il y a juste... tu peux pas recevoir l'info, en fait. Il y a un truc... Ça fait écho trop. dans une grande chambre, comme ça. Et puis, et je reste avec ce truc. Je sais pas comment en faire. Voilà, je sais pas ce que ça implique. Je sais pas. Le problème, c'est que tu le dis très bien, là, t'as aussi des douleurs insupportables, donc ça te laisse pas l'espace mental, même si tu le voulais, pour réfléchir à tout ça. Enfin, là, t'es pas en capacité il y a rien, il y a pas d'espace pour ça. Non, en fait, là, c'est pour le coup, tu le dis toi-même, c'est dans la chair que ça se passe. La priorité de survie, même honnêtement, je vis des trucs horribles à ce moment-là. Et juste gérer ça, prendre une douche, ce qui doit être fait quand on est brûlé. Ça prend 6 heures. C'est sous anesthésie générale tellement c'est douloureux. Je suis brûlé sur à peu près la moitié de mon corps, sévère. Et on a dû retirer la peau de l'autre moitié pour couvrir la moitié brûlée. Donc je suis écorché vif de la tête aux pieds. Est-ce que tu sais combien d'opérations tu as subies? Parce que ça doit être innombrable. Ouais, non, franchement, ça se compte en plusieurs dizaines. Ça n'a pas de fin. Et puis ça dure, les opérations, je vais en avoir tout le temps. Pendant bien 4 ans à partir de là. Je suis un habitué des anesthésies générales, que j'adore d'ailleurs. Ils mettent des filets en tissu comme ça, imbibés de crème cicatrisante sur les brûlures. Et moi, je cicatrise très bien. Donc ça cicatrise par au-dessus des filets. Et quand c'est l'heure de la douche, on arrache. Donc je vis des choses vraiment où juste gérer ça, c'est assez. Après, je réfléchis déjà beaucoup. Et je me câble sur comment je vais sortir d'ici. J'ai besoin d'être libre. Je compte pas rester là. Je vais pas me faire des vieux os aux soins intensifs ou à l'hôpital. Tu imagines déjà, en fait, ta vie d'après. Ok, la donne a changé, mais en revanche... c'est un peu... ok. La vie a redistribué les cartes, que la partie commence. Tu m'as dit un truc qui m'a marqué et beaucoup touché quand on préparait l'entretien, où tu me dis, mais en fait, je n'ai pas vécu cet accident comme une rupture dans ma vie, c'est comme une continuité, en fait... C'est une continuité et une reconnexion. Parce que à ce moment-là, il va falloir tellement tout donner que s'il y a bien un jour où je dois tenter d'être juste moi, pleinement, 1000%, et je m'en fous, même si j'ai eu des mauvaises expériences, même si tout ça, même si, quelque part, tout au long de ma jeunesse, j'ai beaucoup plus développé une peur d'être moi-même, une angoisse face à l'idée d'être moi-même. Là, je me dis, all or nothing. Si t'y vas pas maintenant, t'iras jamais. Et c'est ce que je fais. Ouais, c'est une continuité, c'est une prolongation de mon histoire et je me reconcentre sur qui je suis vraiment. Mais on voit aussi à quel point cette personnalité hors du commun, qui était déjà bien présente avant, mais combien elle va venir à ton service à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que on l'entend, toutes ces douleurs physiques et puis psychiques qui peuvent aller avec, quoi. Elles vont pas t'abattre. En réalité, ta nature profonde, ce Louis-là d'une grande intensité, d'un amour de vie, tu vois. En fait, il prend le relais, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que ce podcast m'a aussi beaucoup parlé. Ma mère m'a toujours dit, écoute ta petite voix. Ça a toujours été une phrase qu'elle m'a dit. Depuis que je suis tout petit.
C'est quelque chose que j'ai entendu. Enfin, moi, c'est ma Madeleine de Proust presque à certains égards. Ce moment-là, je refais la paix avec elle. Parce que c'est comme si j'avais été un peu... Je me suis séparé d'elle pendant un temps. Parce que j'ai eu l'impression qu'elle me créait des ennuis. Et là, je renoue avec elle. Je me reconnecte aussi à ça. Est-ce que c'est aussi tout simplement le fait d'être passé si près de la mort? Enfin, parce que là, vu ce que tu nous décris, j'ai presque envie de te demander, pardon, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore là, Louis? Enfin, Louis, tu aimes l'intensité, mais là, quand même... J'ai été super chargé, là. On entend tous ces mois de retour à la vie, enfin, comment on appelle ça? C'est de la survie. Tu restes combien de temps à l'hôpital? Un peu moins d'un an. Ça devient une deuxième maison. Mais une deuxième maison, de toute façon, tu ne peux pas rentrer chez toi, là, j'imagine. Non, c'est hors de question. Je peux aller de temps en temps, le week-end, mettre très cadré, et puis la maison n'est pas adaptée. Mais ouais, c'est ça. Pendant une grande partie, je peux pas encore marcher. Alors Il faut que tu réapprennes à marcher aussi. Ouais. Oui. Ah, mais notamment parce que j'imagine les brûlures sur les jambes, etc. Mais j'ai les nerfs des jambes en fait qui ont brûlé de l'intérieur. Donc c'est pas trop. C'est possible, pas possible. Heureusement, je rencontre des physios juste incroyables qui m'accompagnent là-dedans, où on décide que non. Donc on y va. Puisqu'on ne sait pas, on se donne la possibilité que ce soit ok, que tu puisses... On lance le truc, mais bon, ça a été... Je me rappellerai toujours qu'il me fallait 3 heures au début juste pour m'asseoir au bord du lit. Et à coup de hurlements... À cause des douleurs, encore une fois, qui sont omniprésentes et pendant tous ces mois-là. Je suis écorché vif, surtout le corps. Peu importe où on me touche, ça me fait hurler. On se rend pas compte, honnêtement. Même pas que électrisation, mais la brûlure, c'est vachement rude. C'est des douleurs atroces. Le réveil, c'est que le début. Il y a encore toutes les thérapies, il y a encore tout ce qui arrive derrière. Parce que malheureusement, là, il n'y a aucun traitement antidouleur, même les plus forts, qui vont soulager ne serait-ce qu'un peu ce que tu vis. Non, c'est pas folichon, l'effet antidouleur. J'ai toujours des douleurs assez extrêmes, surtout les douleurs fantômes, qui sont très particulières. Alors, la douleur fantôme, si je dis pas de bêtises, c'est sur les membres amputés, c'est exact. ça? Et donc là, toi, c'est comme si tu ressentais des douleurs au niveau des bras. Ouais, au niveau des bras et des mains. Et des mains? Que j'ai plus, mais que je sens encore. Mais qui te font, là, extrêmement souffrir. Mais j'ai l'impression qu'elles ont pris feu, qu'elles brûlent. Mais comme si on avait mis le feu à mes mains. Enfin, je veux dire, c'est... Et là, évidemment, il n'y a rien à faire. Parce que autant une douleur, un membre encore présent, peut-être on peut agir, mais là, une douleur fantôme... Non, il n'y a pas trop de traitement, il n'y a pas grand-chose, en fait. Si ce n'est l'hypnose, à laquelle on m'introduit, d'ailleurs. Quand tu es à l'hôpital, tu commences à faire de l'hypnose. Et là, ça va agir vraiment et ça va commencer à soulager un peu. Ouais. Les médicaments, ça marche pas. Ça me fait halluciner et puis des hallucinations qui sont vraiment pas chouettes. Et tous les effets secondaires, ouais, c'est ça. Ah, moi, je vois des insectes, en fait, partout. Sur moi, y compris. Donc, franchement, c'est juste... Ouais, t'as pas besoin de ça. Là, c'est bon. Ah ouais, non, mais je suis paralysé. Enfin, je peux pas bouger de mon lit et j'avais l'impression, des fois, d'avoir des araignées sur moi. Enfin, c'est vraiment des trucs qui sont... Oui, donc tu cherches des alternatives, quoi. Je dois admettre que quand on me propose l'hypnose, je suis un peu beau. Tu crois pas? On est d'accord que le Louis d'avant, il était hyper cartésien? Assez pragmatico-pragmatique, ouais. Très branché science, très branché... la médecine peut tout résoudre. Donc évidemment, l'hypnose, c'est déjà hyper barré à l'époque pour toi? À complet, ouais. Même si, quelque part, mais ça c'est a posteriori que je me rends compte, avec le côté où j'aimais beaucoup la sensation, j'ai lu beaucoup de philosophie, j'ai lu beaucoup de romans aussi, plus type romantisme, où on parle beaucoup des sensations, des émotions, m'a beaucoup préparé à ça en fait. Quelque part, j'avais une prédisposition claire à adorer cette approche. C'est juste que rationnellement, pas du tout. Mais force est d'admettre que rien ne marche, qu'une infirmière vient essayer avec moi, et que ça marche. C'est-à-dire que dès la première séance, tu sens que ça t'apporte alors du soulagement, peut-être que le mot est trop fort, mais... Un apaisement momentané, un soulagement momentané. Ce qui est déjà énorme, j'imagine, à ce moment-là pour toi. Complet. Bon alors je m'endors, alors ça, rien de très particulier à ce moment-là, je m'endors un peu tout le temps au milieu de mes phrases, enfin voilà. À cause des médocs, encore une fois, qui te shootent... Tout, les douleurs, ça fatigue. Et oui, c'est d'énergie. De l'heure qu'il est, parce que tout est barricadé, donc... Pendant cette année-là d'hospitalisation, tu vis dans un monde parallèle, j'ai l'impression. Il y a vraiment un truc... Les premiers mois aux soins intensifs, ouais, fort.
Après, ça va mieux. Une Ok. fois que je passe dans les étages, entre guillemets, des services plus normaux, où je vais en chirurgie reconstructive, là, ça va. Ok. C'est-à-dire, j'ai une vue sur l'extérieur. À partir d'un certain moment, une chose en amenant une autre, je réapprends à marcher, donc je commence à pouvoir Ouais. me déplacer. Ça redonne le tour. Ouais. Mais le moment soins intensifs est un moment hors du temps, dans son propre espace. Ouais. Très particulier quand même. Oui, ça a l'air vraiment Et d'être. j'y reste un moment en plus. Donc, Comment ça se passe, le lien avec ta famille, avec tes amis à ce moment-là? Parce que moi, j'en suis restée à tes parents qui, tout d'un coup, on comprend le regard plein de fatigue et de joie et de soulagement quand ils te c'est retrouvent sûr. à ton réveil. On les a laissés là tout à l'heure. Et là, Disons que quand même, il se trouve que je suis devenu papa récemment, donc j'ai un nouveau regard sur certaines choses. Et quand j'en parle encore avec ma mère de temps en temps, alors c'est assez rare, mais et qu'elle me dit que pendant plus d'un mois, elle a appelé toutes les heures pour savoir si j'étais encore vivant, je comprends son regard. Mais le lien avec ma famille, c'est le même qu'avant. Donc c'est ma famille avec qui je m'entends bien, c'est ma sœur qui est une de mes meilleures amies, ma mère avec qui je parle, parce que ça s'était apaisé quand même avec le temps. oui. Je les retrouve. En fait, ce que j'entends, c'est qu'ils ont eu toujours une grande intelligence du cœur. Oui. Et que finalement, même dans cette situation-là. On gère tous nos extrême. démons, Eh oui. clairement. Et moi, je comprends ça très vite. Je leur laisse leur temps, leur espace. J'ai pas besoin de tout comprendre dans leurs réactions. Chacun gère comme il peut. Je veux dire, c'est un événement tel que... Et oui, parce qu'évidemment, c'est terrible pour toi. Et puis toi, tu le vis pour le coup dans ta chair. Enfin, on peut Oui. pas égaler ça, mais on imagine à quel point pour Mais d'un des autre côté, proches. quand on vit ça, on se rend compte qu'on est aussi la ligne de vie de ses proches. Si nous, on va bien, ils vont bien. Et donc, ça devient aussi... Parce qu'il y a des moments où j'avais plus envie de me battre pour moi-même. Hein. Je veux dire, c'est compliqué. Tu y as pensé à dire ça va là. C'est juste, c'est même pas qu'on y pense, c'est juste qu'il n'y a plus la force. Enfin, je veux dire, c'est juste, j'en peux plus, quoi. Donc, les rares moments, parce que j'en ai pas eu beaucoup, mais où j'avais plus la force, c'est eux qui m'ont donné la force. Clairement. Donc, c'est clair que leur présence et le fait d'avoir cette famille autour de moi, et mes amis aussi qui sont présents, parce qu'ils me rendent visite. Tes amis continuent à être là pour toi et Ça porte. Parce que les jours où on n'arrive plus à le faire pour nous, on le fait pour eux. Et ça redonne le tour. Et puis on repart et c'est reparti. Donc c'est clair que ces relations-là, elles restent et elles sont clés. C'est aussi grâce à tous mes amis qui sont venus me voir, à ma famille, que j'ai survécu. Clairement. C'est sûr. Je me rappellerai toujours de deux amis qui m'amènent un sapin de Noël dans ma chambre d'hôpital. Il y a des choses comme ça assez uniques qui se passent. Et c'est pour ça que je dis, j'en garde que des bons souvenirs, parce que moi j'ai gardé ça en fait avec moi. Je vois débarquer un sapin de Noël, quoi. Je veux dire, en fait, c'est tellement c'est génial. beau, enfin l'attention, Clairement. Sans rire, vraiment tous ces gestes et puis toute cette présence qui des fois faisait même pas tout à fait sens parce que c'était des personnes où j'étais pas forcément très proche, mais ils viennent. Quand même. Là aussi, ça distribue ces cartes-là dans l'entourage. Clairement. Donc tu vas te rapprocher de certaines personnes dont tu n'étais pas particulièrement proche Exact. et peut-être que ça va t'éloigner d'autres qui... Ça réorganise. Mais tous ces moments, en fait, c'est ça qui fait aussi survivre. C'est clair. En tout cas, moi, parce que ça redonne un petit... je redécouvre l'intensité de la vie que j'aime. Et on me l'apporte. T'es servi. Parce que moi, je peux pas aller la chercher à ce moment-là. Clairement. Je peux pas bouger de mon lit. Et pour autant, ce que tu m'expliquais, c'est que t'es pas un patient d'une grande docilité non plus, puisque tu restes Louis, avec ce caractère bien trempé. C'est clair qu'à partir du moment où je remarche, les ennuis commencent. Pas pour toi, pour le personnel soignant. Exact. T'as envie de t'échapper, tu fugues, tu fugues. Je fais comme à l'école, en fait. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est genre, je suis pas méchant. Hein. Je suis pas contre eux ou quoi que ce soit. C'est juste, je vis ma vie, quoi. Oui, on entend bien comme à l'école. C'est exactement ce que tu dis. Puis je vais faire mes tours. Tu fais pas de mal, mais par contre, tu veux être libre, tu veux pouvoir aller te balader si tu peux. Et puis il y a un truc qui aide tout le monde. C'est que si vous voulez me retrouver, suivez le cappuccino. Je serai là-bas quelque part. C'est-à-dire? J'ai un amour pour le cappuccino. Et donc, si on me cherche quelque part, visez l'endroit où il y a un bon cappuccino, vous pouvez être sûr que vous me trouvez sur la terrasse.
C'est comme ça que tous mes thérapeutes, mes infirmières me retrouvent, hein, à chaque fois, systématiquement. Ils font les Le terrasses et ils cappuccino. cherchent le cappuccino. Et ils me trouvent. Ok. Je suis au bout du cappuccino. Non, mais je sors, je vis ma vie. Ouais, c'est ça. Tu Je retrouves redécouvre ma aussi. liberté, Mais oui. Et ça fait du bien. Elle a quel goût cette liberté-là? Parce que mon Dieu, elle est cher payée. Voilà. Tellement de goût. D'un autre côté, c'est enfin. Et d'un autre côté, c'est... Mais ça pourra pas rester que ça. Hein. Parce que... C'est pas suffisant. Non, je peux pas ouvrir de porte. Je peux pas porter un verre. Je peux pas aller aux toilettes. Je peux rien faire. Je peux marcher. Ouais, parce que tu m'as expliqué un truc qui est particulier dans ton cas, c'est que la manière dont tu as été amputé, etc., fait que tout ce qui est de l'ordre des prothèses et compagnie, c'est pas OK pour... Enfin, c'est pas adapté à ta situation, en fait. Combiné à la brûlure, enfin, tout ce qui a été nécessaire pour me maintenir en vie fait que c'est extrêmement compliqué et inenvisageable à ce moment-là, d'office. Donc, voilà, j'explore comme je peux, mais ça n'empêche que j'ai un périmètre. À partir du moment où je le quitte, ça devient vraiment plus que galère. Ouais, ben oui, t'es pas autonome sur des choses très basiques, en fait, c'est ce que tu dis. Puis j'ai pas d'équilibre. Enfin, je marche, mais c'est pas non plus folichon. Tu as perdu l'équilibre parce que justement tes jambes, il y aurait le nerf dans les pieds, en fait. C'est ça. Encore aujourd'hui, hein, mais j'ai compensé autrement, mais je sens pas les plantes de mes pieds, donc je sais pas trop où je me situe dans l'espace. J'ai plus un équilibre beaucoup avec les yeux. En fait, c'est pour ça que je regarde tout le temps en fait où je marche régulièrement. Non, j'ai appris petit à petit à lever les yeux, à compter sur d'autres signaux pour savoir où j'en suis et où je me situe dans l'espace, mais j'ai plus cet afflux-là d'informations. Donc l'équilibre est très très compliqué. Si je venais à prendre un escalator, je joue avec ma vie. Parce qu'en plus, sans bras, le centre de gravité il change. Il y a plus de poids, donc je suis extrêmement facilement déséquilibrable. C'est un nouvel équilibre. En fait, donc ça, c'est tous les apprentissages. Maintenant que tu es sorti du dur, là, si je reviens au mois que tu as vécu à l'hôpital, eh bien, en fait, il faut que tu... le réapprentissage de tout dans ce nouveau corps, j'ai envie de dire, parce que c'est comme un nouveau corps, là. Parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que l'amputation, il y a... tout y est. Cette presque année à l'hôpital, c'est survivre. C'est... continuer à exister, mais c'est pas encore vivre. C'est après ça. Ce qui va se passer, et là on revient à ton tempérament bien trempé, c'est qu'en fait les médecins te disent « Ok, on vient de faire l'année là d'hôpital et de survie, comme tu le dis. Et donc maintenant, on vous conseille, enfin on vous envoie dans un centre de rééducation justement pour ces fameux apprentissages, etc. » Et toi tu dis « Bah non en fait. » Ah ouais, alors... En plus, je dis pas non au dernier moment, quoi. Parce que j'ai envie d'être chez moi, clairement. En plus, là, ça allait encore plus loin. Donc, je sais que je verrai moins de gens. Parce que je suis à Lausanne. Toutes les personnes que je connais sont dans un rayon de 20-30 kilomètres. Ouais. Là, je vais à Sion. On est à combien de kilomètres là de Lausanne quand on est à Sion? 100, 120. Ok, ouais, donc on vient pas aussi facilement te voir. C'est ça qui va te faire dire, non, en fait... J'ai envie d'être chez moi. J'ai envie de retrouver mon chez moi. J'ai survécu, j'ai gardé la foi, je me suis maintenu tout ce temps. C'est pour aller chez moi, c'est pas pour partir plus loin. Est-ce que tu as envie de retrouver un semblant de normalité, tu vois, de dire c'est bon là, cette année-là était tellement lourde à traverser, etc. J'aimerais retrouver un peu de cette vie d'avant. Et donc là, qu'est-ce que tu peux ressentir après ces 2 années de traversée là, indescriptible? T'es chez toi, alors certes avec des aides et des adaptations, etc. Qu'est-ce que tu ressens de ces... Je vois comme des premiers pas de liberté enfin retrouvés. Je suis déjà câblé sur la suite. En fait, c'est pas que t'apprécies pas, c'est que c'est bien, mais j'attends bien plus que ça, quoi. Je savoure, bien sûr, mais enfin, moi, j'ai retourné aux études, c'est sûr. J'ai envie d'étudier. J'ai envie d'aller à l'université. J'ai envie d'étudier la psychologie. J'ai envie d'avoir un boulot là-dedans. Ça s'arrête pas là. Clairement pas. Non seulement, alors que ça s'arrête pas là, je pense qu'on a compris maintenant qu'effectivement que t'attendais bien plus de la vie, mais en revanche, c'est que tu enchaînes direct, quoi. T'as pas un petit moment où tu dis non. Bon, là je profite, c'est cool. Et en même temps, je publie mon premier livre. Ce livre qui s'appelle pour le coup 15 000 volts. Exact, ouais. Tu le publies à ce moment-là, donc c'est le récit en fait de l'accident et des 2 années qui ont suivi. Exact.
Et en même temps, ben ça y est. Enfin, j'ai envie de dire, la vie d'après commence réellement, en fait, parce qu'il y a eu 2 années là, un peu de Oui, et puis sur les chapeaux de roue. transition. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, mais sur les chapeaux de roue, parce que je publie. Déjà, j'ai de la chance. On prend mon manuscrit, on publie. Et puis ça part. Je me retrouve à faire plein de plateaux. Et oui, c'est une autre casquette là qui arrive. On me propose de faire des conférences. Nouvelle expérience. Et oui, Et en plus, parler De devant un partage. public et tout ça, tout à fait nouveau. Partage, comme j'ai toujours adoré, quelque part, mais qu'on m'a jamais laissé faire, là, c'est royal. Donc, j'ai pas la moindre idée de comment je vais faire. Parce que bon, on parle quand même de parler devant des centaines de personnes. Enfin, je veux dire, ça me fait peur. C'est bien ça qui fait que je dis oui. mais ils t'en font plus. Voilà, c'est ça. Hein. J'adore. Et donc, je commence ça aussi. Ouais. Et donc, j'ai tout en même temps. Et j'ouvre mon cabinet de D'hypnothérapeute. Parce que pendant la clinique, je m'enfuis un peu en scred de la clinique pour me former. Mais comment ça? T'arrives à piocher du temps dans la journée pour aller te former? Je me faufile. T'as des complices qui t'aident un peu, c'est ça? Disons que j'ai des complices qui acceptent que je déplace mes thérapies, Les soins, les heures de soins, les que machins. j'arrange d'une certaine manière Ok. pour partir suivre mes cours. Parce que là, je trouve que le rythme est effréné depuis le début de ta vie là qu'on est en train de passer en revue. Mais c'est quel début? Mais alors là, C'est l'échauffement. ouais, on a fait que l'échauffement. Hein. Exact. Parce que là, il va se passer des trucs de dingue. Donc tu le dis, tu écris un livre, t'es conférencier, tu deviens conférencier. Ok, ça c'est la première étape. Le cabinet d'hypnothérapeute, de thérapeute. Ok. Mais Les études. ça ne suffit pas. Bah oui, les études, on l'a dit, c'était hyper important. Donc là, tu plonges. C'est quoi? Psycho, tu dis? Psycho et philo. Psycho et philo? Ouais. Ok. Bon, alors en plus, avec ton expérience, là, tu as un regard, j'imagine. Ah, moi j'adore. Très- J'adore. Je vais toujours. C'est vrai. Un amour. On voit à quel point dans ton processus de guérison, le coaching mental, je ne sais pas comment le qualifier autrement, va vraiment participer activement à te remettre dans la vie, quoi. Il y a bien sûr, on l'a évoqué, physiquement tout ce qui se passe, mais tu vas vraiment t'aider toi-même à repartir mentalement dans cette vie-là et à t'y reprojeter, j'ai l'impression. Ah, clairement, non. Et puis, alors, je mène beaucoup de réflexions. On pourrait appeler ça philosophique sur la vie. Enfin, bref, des réflexions sur qui j'ai envie de devenir, sur qu'est-ce qui se joue, sur toutes les contraintes sociales que quelque part j'ai internalisées. Enfin, j'ai au fur et à mesure du temps que, enfin, je veux dire, toutes ces choses qu'on m'a imposées, que j'ai fini par introjecter gentiment et où je me suis dit que c'était c'était normal quelque part que de pas aspirer à ci ou de Ouais. pas faire ça et je réfléchis beaucoup à ça, à comment me défaire de tout ça. Et donc quelque part, moi j'ai trouvé une spiritualité à moi sur laquelle il y a pas de nom, il y a pas de, mais clairement, Ok. très très clairement une spiritualité énorme qui s'ouvre. Parce qu'en plus, pour moi, dans la notion de spiritualité, il y a une autre notion et que tu incarnes, alors pour le coup, complètement, c'est la foi. Dans le sens, la foi en la vie, quoi. Voilà, j'entends beaucoup ça dans tout ton discours, en trame de tout ce qu'on est en train de raconter là. Il y a cette foi, cette envie là de vivre, quoi. Bah, disons que quand on y réfléchit, on trouve toujours du sens à ce qui nous est arrivé. Le seul problème, c'est que c'est souvent a posteriori. Ouais, sur le moment, on n'a pas les clés. Mais on peut avoir la foi en ce sens a priori. En se disant qu'on trouvera les clés plus tard. On comprendra plus tard, mais on comprendra. On va là où on va, en quelque sorte parce qu'on est censé y aller aussi. Je dis pas qu'il y a une force qui nous pousse à aller là-bas. Je dis pas non plus qu'on n'est que la somme de nos choix. C'est beaucoup plus large que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des milliers de forces en présence qui font qu'on avance. Il y a nous, il y a le contexte, et c'est quelque chose que j'aime rappeler aussi parce que, dans mon discours, beaucoup de gens ont vu la promotion d'un soi tout puissant, comme si on pouvait tout faire parce que je suis cette espèce d'exemple de quelque chose d'aliénesque. Alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, j'estime qu'on n'est pas la seule force qui fait qu'on vit ce qu'on vit. Et on n'est pas du tout la plus puissante non plus. On a quand même un énorme pouvoir. Oui. Clairement. Et ce serait dommage de pas l'utiliser. Le seul truc d'ego que j'ai, clairement, où c'est un peu un jeu avec moi-même, c'est que je m'amuse tout le temps à avoir des notes de malade mental à l'université. Alors que, sachant ce que je fais
à côté et à quel point je suis présent, je suis pas sûr que il me donnerait ces notes-là. Sauf que là, tu lâches pas, en fait. Non. Mais toujours à ma manière, hein. Je veux dire, je suis pas les cours, j'achète les livres, en fait, de référence, j'explore moi-même. Et ça, c'est ma petite revanche. Ça, clairement. C'est ma petite revanche sur le système. C'est dire, ben, j'ai pas fait comme on l'entend, mais j'ai tous les signes de ce que vous valorisez et jugez être une réussite. C'est vrai. Je prends pas le chemin que vous attendez de moi, mais je passe la ligne d'arrivée pareil. Je fais mon bachelor et mon master en travaillant à 100%, Ouais. en ayant cette activité à côté, en étant en conférence. Ça va du Danemark, Angleterre, Bahreïn, Arabie Saoudite. Je bouge partout pour ces conférences. Je fais tout ça en même temps et j'ai le prix de l'excellence à l'université. Tu vois, l'image qui me vient là, c'est un truc de frénésie permanente, peut-être entre 1h et 4h du mat, ça se calme un peu, mais en dehors de ça, les créneaux sont quand même très occupés. Et j'entends que tu adores tout ça, mais est-ce que tu trouves du temps à toi? Enfin, tu sais, des trucs... Bien sûr. Je suis très sportif. Ah, ok, tu fais du sport. Tu fais Je quoi m'entraîne comme 2h30, sport? 3h par jour. Ok. Oui. Non, je suis très sportif. Tu fais très quoi sportif. alors? Ça va de la salle au vélo, à la nage. Je me retrouve à faire un ultramarathon au Maroc en 2017. J'aime beaucoup le sport de grande endurance. Ok. Je fais une petite fixette là-dessus pendant un moment. Non, très sportif. Très sportif. Très branché culture et art aussi. Ok, donc tu sors d'expositions. aussi des expos, etc. J'adore ça, ouais. J'essaye de ne perdre aucune de tes casquettes, mais vraiment, j'ai du mal à te suivre, Louis. Mais il y en a une qu'on n'a pas encore évoquée, qui est extrêmement récente, mais qui, là, pour le coup, toi qui aimes les expériences, c'en est une. Ouais. Tu t'es retrouvé à jouer ton propre rôle dans un téléfilm produit pour France Télévisions, je Exact. crois. Premier téléfilm de Frédéric Lopez. C'est lui qui t'a approché pour te le proposer? Peut-être sur la base de ton roman? C'est une histoire rocambolesque, tout comme les autres. Tout a commencé avec lui qui me dit, vous savez, après une émission que j'ai fait avec lui, vous savez, il y aura un film sur votre vie. Et moi, j'ai répondu, oui, c'est vous qui le ferez. Pourquoi, je ne sais pas. D'où ça m'est venu, aucune idée. Et c'est lui qui m'a rappelé ça. Hein. Moi, je pense que c'est sorti tellement brut comme ça. Et tout a commencé de là. C'est une fiction. Donc, ça veut dire que c'est une fiction inspirée de mon histoire. Ok. Mais qui n'est donc pas mon histoire. Pourquoi dans vous avez fait laquelle le je choix de joue le- mon rôle qui n'est pas moi. Donc là, ça a été romancé, en fait, un petit peu romancé. Donc toi, t'as vraiment, en fait... Je suis vraiment devenu acteur. C'est pour ça, en l'occasion. fait. Oui, Ouais. parce que là, puisque tu n'as pas du tout joué ton rôle, ni comment Non. t'as vécu tout ça, t'es rentré, encore une fois, dans la peau d'un acteur, quoi. Exact. J'ai dû vraiment apprendre. Non, mais c'est hyper drôle, parce que, enfin, là, pour le coup, c'est encore une autre casquette Complet. très différente. T'as aimé faire ça? Adoré. T'aimerais continuer? J'adorerais. Honnêtement, j'adorerais. Je me demande très sincèrement si le cinéma est prêt pour ça. Si le monde télévisuel, cinéma est prêt à accueillir le handicap. Mais s'il est prêt, moi je suis prêt. Et moi j'adorerais, parce que ça a été, sans rire, la plus belle expérience de toute ma vie. Que ça soit le tournage, que tout. Les gens étaient grandioses. L'équipe était géniale. La plus belle aventure de toute ma vie. Vraiment. Quand C'était une pure folie du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Louis? Tu sais, le Louis de 19 ans, là, juste avant l'accident, qui était déjà un sacré personnage, mais... N'aie pas peur d'être toi-même. Et laisse personne te dire qui t'es censé être. Personne peut te dire qui tu es ou qui tu es censé être. Il n'y a que toi qui le sais. Et n'aie pas peur de pleinement le rayonner. Les choses tomberont. Elles se mettront en place. Elles s'aligneront. Si tu restes ouvert, si tu restes humain, si tu te respectes autant que tu respectes les autres, autant que tu respectes le monde qu'il y a autour de toi, tout va bien se passer. C'est pas pour autant que ça va être facile, hein.
Je promets rien de facile. Mais ce sera beau. Ça, je peux te le dire. Et ce sera surprenant. Ce sera plein de choses à la fois. Mais tant que t'as ce truc où tu t'aimes toi-même, autant que tu aimes les autres, et autant que tu aimes le monde et la vie, si tu trouves l'équilibre, tout se passera bien. Sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais que j'ai encore tellement de choses à vivre que je sais même pas qui existe. J'ai rien besoin qu'on me souhaite. J'espère juste continuer à rencontrer plein de belles personnes, pouvoir créer plein de belles choses, à pouvoir poursuivre tout ça. Tu sais ce que j'ai envie de te dire, en fait? Bah ouais, je te le souhaite, mais en fait, avant de te le souhaiter pour toi, je te le souhaite pour nous, parce que je trouve que tu as trop à nous donner, et puis à partager, et puis voilà, tout ça. Merci. Donc, c'est très égoïste, mais je te le souhaite. Bon, on arrive sur la fin de cette interview, mais j'ai quand même mes petites questions rituelles, et puis j'ai envie de te les poser. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a particulièrement marqué? J'aime beaucoup Gabor Maté sur la normalité. Après, moi, je lis beaucoup d'ouvrages scientifiques. Mind Over Matter, mais je ne sais plus qui l'a écrit. C'est en anglais, mais c'est très très beau. Ok. C'est partir de la neuroscience pour créer une spiritualité, c'est assez joli. Est-ce que tu as un rituel bien-être dans cette vie frénétique là que tu nous décris? Il y a un moment entre la nuit et le matin où il y a un calme qui est indescriptible. J'adore être assis dehors pour profiter de ce moment. Et je fais rien. J'ai pas de téléphone, j'ai rien. Je suis assis dehors. Ça part dans tous les sens. Enfin, j'ai pas d'objectif précis. Je me laisse aller. Mais je pense que ça, si on me le retire, ça va pas du tout. Ça, c'est mon rituel bien-être, moi. Ma dernière question, Louis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es heureux? Oui. Je pense que je peux dire que j'ai appris à savourer les moments de bonheur qui me sont offerts. Par la vie, par ma partenaire, par mon fils, par ma famille, par un coucher de soleil, par plein de choses. Et j'ai appris aussi à faire de mon mieux et donner des petits coups de pouce pour essayer d'en créer le plus possible. Je pense que ces deux choses-là, c'est un peu mon bonheur. C'est participer à la création de ces moments de bonheur qui dépendent pas que de moi, que j'ai appris à savourer quand ils sont là. Merci pour ce moment. Pour moi, il y a eu comme de la magie dans l'air pendant toute cette longue séance. C'est très beau de pouvoir discuter comme ça. Eh ben, donc, merci beaucoup. Non, merci vraiment du fond du cœur. Je repars avec un peu de toi et ouais, ça va bien m'accompagner longtemps notre échange. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir partagé. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates